Salut tout le monde et bienvenue à Ici c'est hockey. Dernier mercredi des collaborateurs du mois d'avril, un autre mois de complété. Félicitations à tous et chacun. Merci d'avoir été à l'écoute lors de nos dernières émissions. Toujours très apprécié de vous compter parmi nous, particulièrement avec l'édition avec l'ami Danick Martineau que je vois qui est avec nous là, pour le début de cette émission. Ça a été fort intéressant la semaine passée. On a eu de bons commentaires. Salut Dan. Salut Roméo Cuerrier. Salut à tous qui sont avec nous pour ce mercredi des collaborateurs. On a une programmation chargée ce soir. Puis là, écoutez, au risque de me répéter, on a Cédric Ouellette, le collaborateur Cédric Ouellette, le mordu de statistiques, notre statisticien en chef, qui vient nous parler de deux sujets fort intéressants. On va parler de Jonathan Drouin, pas avec Cédric par contre. On parle de Jonathan Drouin en deuxième partie d'émission avec le Doc. Avec Cédric, ce sera Cole Caulfield, qui a eu de bons débuts quand même avec le Canadien. Salut à Salomé, qui dit le meilleur, très gentil, très gentil. La meilleure, tiens, on va accorder ça au féminin. Cédric Ouellette nous parle de Cole Caulfield, nous parle aussi des séries, non, pas des séries, de la course aux séries dans la Ligue nationale de hockey dans les 4 divisions. Il nous a préparé un petit quelque chose, le cher Cédric, on aura une belle discussion. Et là, je vois dans les commentaires Big des chaînes de King qui dit bonne nouvelle, 4-2 sénateurs contre les Canucks. Tout à fait. Et je vois, et là, on vient de marquer du côté d'Ottawa, maintenant 5-2. Et je vois quel but de Victor Mété, hein? Ouellette qui est avec nous. Salut Serd. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Écoute, ça va bien. J'ai terminé ma session universitaire, ce qui veut dire que la saison de golf débute très bientôt. Félicitations, Serd. Bravo pour ta session. On sait que tu travailles très fort avec tes chiffres à RDS. Des grosses semaines de 50 heures. On est très fiers de toi. Continue ta bonne job, mon chum. Merci, Mathieu. Écoute, puis, by the way, t'as-tu vu, j'ai vu sur ton profil le but de Victor Mété. J'allais justement te parler de ça alors que je regarde ce but de Brady Tkachuk. Quand même, non, pas une bonne snipe, là. Demko qui est endormi ce soir. Oui, j'ai vu le but de Victor Mété. On n'avait pas le choix de commencer avec ça, Cédric. Qu'est-ce que tu as à dire sur celui-là? Outre que c'est un but très Victor Mété, hein? Prends son speed, outpace les deux defs parce qu'il est petit et rapide. Puis écoute, une pop et shot, là, mais je veux dire, Thatcher Demko a donné 5 goals sur 23 tirs. La deuxième n'est pas finie. Ouais, c'est pas un début de match facile pour Thatcher Demko, mais écoute, Victor Mété, s'il avait fait ça avec le Canadien, il serait encore avec le Canadien, là. Juste un but avec les Canadiens. Pourquoi tu fais ça avec les sénateurs? Ça fonctionne pas. J'ai eu beaucoup de commentaires à cet effet-là aussi. Là, je vois Danick Martineau aussi qui te tire la pipe, cher ami, dans les commentaires. Je t'invite à lire la discussion. On dit bonjour à Eliane Pilote aussi qui est avec nous. Là, écoute, Dan, on va te dire une affaire. Si tu commences à écrire dans les chats en direct avec ton autocorrecteur, ça va être dur de te suivre. T'enregistres tout ce que je dis. Moi, à chaque fois que tu te trompes, je me trompe. C'est comme une roue qui tourne, là. En tout cas. Son équipe n'aide pas bébé non plus. Je vois Big Deschaines de King qui dit ça. Non, ça c'est sûr. Là. On va lui donner. Là, mais quand même, spécial de voir Victor Mété marquer ce genre de but-là. On va lui donner quand même pour le lancer. Quand même un bon lancer. Ouais. Puis écoute, tant mieux s'il est moins gêné. Moi, je l'appelais affectueusement avec le Canadien. Le petit gêné, le cher Victor Mété qui le garde. On l'a vu ici relativement confiant. Là. Il s'est dit « let's go ». Avec les sénateurs, il n'y a pas vraiment de stress. On sait qu'on ne va pas faire les séries. Il va avoir son temps de jeu. Fait que, il peut juste en profiter. Lui, c'est vraiment une bonne situation pour lui présentement là, de se retrouver avec les sénateurs. Là. Lui, il n'y a plus de pression. Il porte un numéro laid. Et c'est son année de naissance. C'est la tienne aussi. Là, rien contre 98. C'est juste pour un petit défenseur comme ça. Je sais pas. Là, on dirait que ça donne un drôle d'effet, mais tout à fait. Pas de pression. Avec les Sens, d'après moi, Mété, s'il aspire à un jour à avoir un rôle plus important que ce qu'on lui a déjà confié, c'est avec ce genre d'équipe-là qu'il va pouvoir faire sa marque. Je pense que Mike Riley est un bon exemple d'un défenseur qui a su saisir l'opportunité d'avoir plus de temps de glace. Ça a été dur la première année, là, mais on l'a vu cette saison, 19 mentions d'air dans moins de 40 matchs, en haut de 0,5 points par match. Il se fait échanger à Boston, là, comme il y a beaucoup de blessés, mais il y a de la glace aussi. Il a offensivement contribué à amasser quelques passes déjà depuis son arrivée avec les Bruins. Mais non, c'est intéressant ce que tu as dit. Je pense que ça va être à suivre pour Mété, particulièrement dans ce contexte-là. Puis là, lui, il joue sa game. Là. Il essaie des trucs, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. Chaque but que tu donnes vient pas t'éloigner ou t'approcher des séries. C'est ça, il est vraiment dans le jeu. Fait que, ça, c'est sûr. Là. Cédric, avant de poursuivre sur le reste de la Ligue nationale, on va parler un peu du Canadien.
Là, on se garde Oui. le sujet de Jonathan Drouin pour le deuxième segment avec le Doc. Mais j'aimerais qu'on parle ensemble d'un autre gros sujet, un joueur qui a attiré l'attention certainement lors des derniers jours, même des dernières semaines. Je parle de Cole Caulfield qui a enfin, et le mot enfin, et je parle Enfin, du oui. mot, là, il a enfin brisé la glace après tout l'encre qu'il a fait couler. Qu'est-ce que tu auras à nous dire sur son début? Ben, honnêtement, si on y va par ordre chronologique, je pense qu'on est quand même deux gars qui connaissent très bien le hockey, mais tout ce qui retient mon attention pour le cap hit, j'ai absolument rien compris de ce dénouement-là de Caulfield peut pas jouer samedi. Ça a été vraiment l'élément 1 que j'étais là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Caulfield peut pas jouer? Pourquoi il joue? François Gagnon a fait un excellent texte d'ailleurs qui a bien synthétisé l'information. Donc, lundi, quand j'ai su que Cole Caulfield jouait, j'étais vraiment content parce que, bon, on venait de perdre 2 games contre les Flames de Calgary. C'était pas 2 matchs vraiment, tu sais, quand on joue contre les Flames, c'est des matchs un peu plates, là. Surtout depuis que Darryl Sutter est là, il y a comme un style de jeu de... Shutdown. On donne absolument rien, pas un espace aux Canadiens. Donc, c'est vraiment des matchs plutôt plates, défensifs. Puis ça a été le cas vendredi et samedi. Donc, lundi, avant qu'on sache que Caulfield disputait le match, j'étais pas tant plus excité que ça de voir le match. Mais là, quand on a annoncé que Cole Caulfield allait disputer le match, on a vu sur les médias sociaux, je pense qu'il n'y a pas un média sportif qui en a pas parlé puis que ça n'a pas fait de la manchette. Donc, on était vraiment emballé, puis moi le premier à ce que Cole Caulfield fasse ses débuts. J'avais hâte de voir qu'est-ce que ça allait donner. Et puis, premièrement, on l'a placé avec Philippe Danault, Thomas Tatar. J'ai trouvé ça intéressant. On lui a quand même donné 2 joueurs qui vont très bien présentement avec les Canadiens. Bon, Tatar est blessé malheureusement, mais il est dans les meilleurs pointeurs depuis son arrivée avec les Canadiens. Donc, je trouve ça intéressant qu'on le mette avec Thomas Tatar. Et on l'a mis avec Philippe Danault qui va bien, je l'ai dit dernièrement. Puis bon, je trouve ça intéressant de le mettre avec Philippe Danault, qui est un attaquant, un centre beaucoup plus responsable défensivement. Donc, je trouvais qu'il allait pouvoir venir un peu corriger Cole Caulfield. C'est son premier match, il est excité, il veut bien faire les choses. On sait qu'il est bon offensivement, défensivement, il y a des petites lacunes. Puis on a comme préparé ça, ces petites lacunes-là, en le jumelant avec Philippe Danault. Donc, je trouvais ça intéressant au départ. Petite mention spéciale aussi, avant la période d'échauffement, j'ai vu la story du Canadien de Montréal. Cole Caulfield saute sur la glace. Pas de casse, les cheveux, ça c'était wow, c'était 10 sur 10. Je pensais par exemple avec le Canadien, on était obligé d'avoir le casse pendant la période d'échauffement, mais c'était bien agréable de le voir. Puis je trouvais que on sentait que les joueurs avaient le goût de jouer avec Cole Caulfield, puis qu'ils étaient aussi excités que lui à son premier match dans la Ligue nationale de hockey. Et ce que je vais retenir de son premier match, j'ai trouvé qu'il avait joué un bon match, surtout une bonne première période dès sa première présence. Sa première présence a obtenu une bonne chance de marquer un tir du cercle droit. Il y a des éléments que j'ai aimés, il y a des éléments que j'ai moins aimés, mais c'est un premier match. Ce que j'ai aimé, c'est que Cole Caulfield, il sait, il a un bon lancer, c'est sa force, puis il se pose pas de questions. Il arrive dans la zone offensive, il a une chance, il tire. Je trouve que c'est quelque chose que chez le Canadien, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font ça. Je reproche souvent ça à Jesperi Kotkaniemi ou Nick Suzuki, que des fois, je trouve qu'on prend 1 seconde ou 2 de trop, surtout dans le cas de Kéké, qui se fait pas confiance avec son lancer. Caulfield, de ce que j'ai vu, il y a un lancer, il y a un bon lancer, il l'utilise. Puis je trouve ça, c'est parfait. Donc ça, j'ai bien aimé ça en premier lieu. Puis deuxièmement, j'ai trouvé que, il était quand même rapide. J'ai pas trouvé qu'il était lent. Des fois, on pense que le gap entre la NHL et l'ANSI est grand. Oui, il est grand. Puis ça, c'était un peu ma crainte avec la vitesse. Puis non, je l'ai trouvé quand même bien rapide contre les Flames. Peut-être une équipe un peu plus lente, les Flames. Donc, on va peut-être mieux voir ce soir contre les Maple Leafs de Toronto qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire. Mais non, donc, c'est 2 choses que j'ai bien aimées. Aussi, jouer sur le powerplay, j'ai bien aimé ça aussi. Surtout le premier powerplay, on l'a vu, là. Moi, j'étais sur le bout de mon siège, j'étais là, c'est-tu là que ça se passe? C'est-tu là que ça se passe? Giordano pogne une pénalité sur Suzuki, 5 contre 3, là, j'étais là, et voilà, c'est là que ça se passe. Il n'a pas mis sa glace à 5-3. On a mis Jeff Petrie chez Weber, mais j'ai trouvé ça correct parce que c'est pas parce qu'il y a un nouveau joueur qui vient qu'il faut tout lui donner. Il faut quand même respecter les vétérans, puis chez Weber marqué sur la séquence. Un plomb, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, mais sans faire un bon plomb sur le powerplay, donc c'était bien agréable de voir ça. Mais j'étais content que Dominique Ducharme le mette sur le powerplay parce que c'est principalement là au cercle gauche que je pense qu'il va marquer beaucoup de buts dans la Ligue nationale. Là. Ça va être notre mini Ovechkin selon moi. Puis il a donné sa chance. Les éléments que j'ai un petit peu moins aimés, c'est sûr que tu peux pas y en vouloir, c'est pas dans son style de jeu. Il faut que tu prennes ça en considération. Le long des bandes, c'est sûr que c'est pas le gars le plus fort. Fait que tu peux pas lui dire tu joueras plus parce qu'il est pas fort sur le long des bandes, ça non. C'est sûr que je pense qu'il va devoir améliorer ça, trouver des façons un peu de gagner certaines batailles.
Mais sinon, il y avait ça. L'autre aspect, bon, son jeu défensif, on le sait parfois, c'est un attaquant qui, en zone défensive, n'est pas, il n'est pas le meilleur. Mais on l'a vu se donner. On l'a vu se C'est donner. ça. Deux, On trois l'a vu bons se donner. back-checks. On l'a vu faire des back-checks, puis il y a quelques fois qu'il n'a pas été à sa position, mais en même temps, c'est son premier match, puis en faisant du vidéo, je suis convaincu qu'on peut faire quelque chose en zone défensive facilement avec ce joueur-là. J'ai pas vu de grosses lacunes majeures. Puis faut pas oublier, il joue avec Thomas Tatar, qui, bon, des fois, Thomas Tatar est un peu perdu sur la glace, c'est peut-être pas nécessairement le plus facile à jouer dans sa zone. Fait que non, mais sinon, j'ai trouvé en général, défensivement, il était bien quand même, là. Puis c'est quelque chose de positif là, que j'ai retenu de son jeu, là. Tu vois que le gars a du hockey sense, définitivement, parce que purement dans son positionnement, moi, j'ai trouvé qu'il se mettait dans des positions avantageuses sans même s'en rendre compte. Je te donne des exemples. Le long des bandes, dans la sortie de zone, le positionnement de son corps, était capable de faire un ou deux one-touch à certains moments, où directement, il faisait ricocher la rondelle à Tatar, je pense, là, avec qui il faisait ce jeu-là. J'ai trouvé ça intéressant de voir un gars de cette stature-là avec autant d'attentes, arriver dans le match, puis comme tu as parlé, prendre le lancer dès la première opportunité. Pas nécessairement un tir dangereux, mais je pense qu'il l'a bien dit en conférence de match d'après-match. Il a dit « Moi, ma game, c'est je tire. When I got the puck, I shoot the puck. » J'ai beaucoup aimé ça. C'est le genre de gars que ça nous prend, particulièrement en prenant en considération que, comme tous les analystes et tout le monde le dit, le Canadien est une équipe qui a de la misère à générer. C'est une chose, mais ce gars-là, offre, ça j'ai entendu ça dans les médias, je ne peux pas citer qui, là, mais je pense que ce gars-là offre quelque chose qu'on n'a pas, qu'aucun autre joueur peut amener, c'est-à-dire décoche rapidement, a peut-être cet instinct-là de voir des choses sur la glace d'une manière où d'autres joueurs ne voient pas, c'est-à-dire on a des bons fabricants de jeu, un gars comme Drouin qui n'est plus là, mais Suzuki, José Kotkaniemi aussi a une très bonne vision, je pense qu'il amène d'autres choses. Là, j'ai vu que j'avais une question. Question pour toi qui score le premier à soir. Moi, j'y vais avec Dano. Écoute, moi, d'après moi, c'est les Leafs qui vont scorer le premier à soir. Nos retours à la maison après un voyage. En plus, à la maison contre Toronto, c'est jamais bien fructueux. Moi, je vais y aller pour un petit but plate de Morgan Riley, le fatigant. Je sais pas, je le trouve fatigant. Pour le Canadien, je le trouve bon, mais à suivre, ce serait intéressant que ce soit Cole Caulfield. T'allais dire, Cédric? J'allais dire que, bon, tu sais, tu as parlé qu'on n'avait pas le style de joueur comme Cole Caulfield. Je suis d'accord. Tu sais, on a Tyler Toffoli qui est un franc-tireur, mais c'est pas le même style de franc-tireur parce que, bon, Toffoli décoche moins rapidement. Tu sais, il aime ça prendre le contrôle de la rondelle. Fait que c'est ça peut-être la petite différence que je vois avec Caulfield, c'est que Caulfield, lui, il a le puck, il tire. Toffoli va plus attendre un petit peu, puis il va vraiment s'assurer d'avoir une bonne... Il se crée son... va faire bouger le gardien avant lui ou va attendre juste assez longtemps que tout le monde va se compromettre. C'est un beau parallèle que tu fais. Ce sont deux snipers, mais qui utilisent leur skill de manière différente. C'est-à-dire que Caulfield utilise son quickness, sa rapidité de tirer rapidement, créer quelque chose. Et Toffoli, sa patience d'être capable de faire compromettre tout le monde autour pour souvent avoir l'opportunité dont on ne s'attend pas. Je fais rapidement un parallèle avec un gars comme Arturi Lekonen qui, semble-t-il, dans les pratiques, là, score des buts, là, c'est incroyable. Ça a l'air que c'est exceptionnel. C'est un gars qui travaille fort, on le sait, mais qui est capable de finir seulement à l'entraînement. Bon, il a marqué un beau but il y a 2-3 matchs alors que je l'avais critiqué au podcast, là, mais ça, c'est une autre histoire. Ça pour dire, ajoute cette patience-là à ce genre de joueur-là, il fait des miracles. C'est pour ça qu'on peut dire qu'un joueur qui est calme, qui prend son temps avant de réaliser certaines actions, bien, ça peut être un skill autant que la rapidité. Là. Je trouvais ça important de nuancer à ce niveau-là. Pour revenir rapidement sur Caulfield, avant qu'on enchaîne, un peu plus de 15 minutes de jeu, 4 lancers au filet, un sommet chez le Canadien. Even par, pas de plus, pas de moins. J'ai hâte de voir à moyen terme et surtout, je te pose une question qui est plus par rapport à l'équipe. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Là, je vois l'alignement probable du Canadien présentement. On insère Frolic à gauche sur la 4e ligne. On me demandait est-ce que Romanov joue. Techniquement, oui, à gauche de la 3e paire avec Merrill à droite. Je vois Ledge de B-Boy qui nous dit j'ai quand même hâte de voir Caulfield dans la série. J'espère qu'il va être capable de se créer de l'espace quand même. Ben, en fait, moi, j'ai hâte de voir s'il va être capable de se créer de l'espace tout court. Là. Dans le match contre les Flames, le kid a joué un bon match, mais sans. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire que je l'ai vu faire des choses convaincantes. J'ai vu certaines choses que j'ai aimées. Je n'ai pas vu faire d'erreur, mais j'ai entendu beaucoup ça dans certaines analyses aussi. J'ai aimé le gars qui joue sa game, genre, il played hard, dit Dominique Ducharme après le match. Oui,
mais sans nécessairement se compromettre, sans nécessairement faire l'étincelle qui a changé le match, ben, il a été intense tout au long des 15 minutes qu'il a été sur la glace. Puis il n'a pas mis l'équipe dans l'embarras, à part quand il a foncé dans Gustafsson. Ça, c'est ordinaire. Si on s'était Non, fait ça, scorer c'était pas... là-dessus, là, ouh! ça Moi, avait j'ai été vraiment bon. pas aimé cette séquence-là. Surtout, j'aime pas la nonchalance. C'est le coup de patin de Gustafsson qui est vraiment... Il est out of shape, ben raide, le gars-là. Si tu vois que c'est juste... Ça fait longtemps, mais c'est vrai, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Ça paraît... Puis défensivement, là, ouf, son QI défensivement, il n'est pas très, très élevé. Là. à 100%. Fait que, pour conclure sur ce champ, Cole Caulfield, ben, moi, j'ai hâte de voir s'il sera capable de s'imposer. Et j'y vais avec ma question. Là, j'y allais, mais on a un peu dévié. Avec ce que j'ai lu de Ledge. Là, le Canadien, de toujours garder son alignement secret jusqu'à l'échauffement, de toujours jouer un peu cette game-là de on est avant les séries, on se garde la carte de tout peut arriver, tout est possible. Ouais. Regarde, là, avec Drouin, sa liste des blessés, plus de problème salarial. Je comprends que là, il y a le rappel d'urgence ou non, OK, là. Mais est-ce que le Canadien n'est pas en train de montrer un climat d'insécurité en n'affichant pas au grand public ce qu'ils veulent faire? Et là, est-ce qu'ils mettent le kid là-dedans, tu comprends? Parce que son premier match, il joue-tu pas? Je ne sais pas si t'as écouté le point de presse, mais les journalistes étaient là. Fait que là... Ben, il n'y a personne qui le savait. Il n'y a personne qui le savait. Même le coach dit quelque chose, on n'est pas sûr. Là, excuse-moi, Dominique, ça veut-tu dire qu'il joue? Oui, OK. Là, est-ce que ça va être ça à chaque match? Là, est-ce que Caulfield va jouer? Est-ce qu'on veut le protéger? Est-ce que c'est trop de matchs en peu de temps? Tu penses quoi de ce climat-là chez Canadien? Est-ce que ça pourrait lui nuire, là, éventuellement? Ben, c'est sûr que c'est plate là, pour le partisan, on veut savoir. Là, bon, la situation avec les capistes, ça avait de l'air compliqué. Fait qu'est-ce que ça a été un gros facteur d'indécision? Samedi, si Caulfield jouait, Primo jouait pas, puis il fallait rentrer Lindgren. Fait que là, il y avait toute cette décision-là. Ouais. Drouin, est-ce qu'il le allait Canadien jouer? fait ça la semaine passée. Mettre Lindgren dans le net, il n'y a pas eu un rappel. Mais mettre à la lune, mais rappelle Lindgren, alors que tu avais confirmé à Primo la veille qui gaulait. Tu sais, c'est ça, non, moi, ce genre d'ambiance-là, à 10 non, des séries, là. C'est pas l'idéal. Puis, tu sais, moi, j'aurais été vraiment déçu que ça soit pas Primo devant le filet parce que Primo, ça faisait quand même un bout qui était dans l'entourage de l'équipe. Ouais. Il y avait eu des 2-en-2 puis on l'avait pas vu. J'aurais aimé ça le voir. D'ailleurs, j'étais à sa première victoire au Centre Bell contre les Sénateurs d'Ottawa. Fait que, tu sais, j'avais le goût de le revoir. Samedi, bon, il a pas gaulé. Le Canadien l'a abandonné. Fait que ça a été plate pour lui. Mais non, je pense que samedi, c'était vraiment son match. C'était pas le moment nécessairement de serrer Cole Caulfield, même si on aurait aimé le voir. Je trouve qu'on a bien fait les choses. Bon, lundi, on l'a mis parce que, bon, Drouin et Byron n'étaient pas disponibles. Mais c'est sûr que c'est plate un peu de ne pas dévoiler, là, puis toujours être cachetier. Il faut attendre la dernière minute. Mais je trouve que cette année, avec les Canadiens, ça a été un peu ça. On se rappelle là, des échanges comme Eric Stahl, Marc Bergevin, jeudi, fait une conférence de presse. Il dit « Je ne vais pas bouger ». Fait un échange le lendemain. Donc, il y a plein d'éléments comme ça que cette année, je trouve qu'on a été un peu cachetier dans les médias. Puis je voulais juste revenir parce que tu as parlé de la formation partante du Canadien. Ouais. Moi, j'avais noté à l'entraînement ce matin, c'était Toffoli avec Suzuki et Caulfield. Je ne sais pas, est-ce que c'est encore ça? Je portais vraiment attention sur le bottom pour voir qui est inséré. Okay. Ben, j'ose croire que c'est encore ça. Puis si c'est ça, je trouve ça quand même très intéressant. Puis surtout pour Suzuki, d'avoir deux francs-tireurs, là, un à gauche, un à droite. C'est tous des droitiers, ça là. Ça, oui, par exemple. Mais Toffoli quand même de jouer à gauche. Puis c'est ça que je parlais avec Alexandre Bissonnette qui est venu à ton podcast dernièrement, là, c'est que j'aurais aimé ça voir Anderson sur ce trio-là. Je comprends que bon, c'est deux droitiers naturels, mais Anderson, c'est un gars qui mange les bandes, qui patine vite, qui a été capable d'aller chercher les rondelles. Suzuki, le playmaker, puis Caulfield. J'aurais aimé ça voir ces trois joueurs-là ensemble. Mais je suis quand même content que bon, on n'a pas laissé Caulfield avec Dano, sachant que Tatar n'allait pas être là, parce que bon, à soir, Dano, à l'entraînement ce matin, jouait avec Lekonen. C'est sûr, Lekonen, c'est pas un expert offensif, donc je pense pas que ça aurait été préférable de le faire jouer avec Caulfield. Donc, je suis content qu'on ait quand même aménagé l'alignement là, pour favoriser Caulfield sur un trio offensif. Là. Non, ça va être intéressant de suivre ça. Belle analyse des changements dans l'alignement du Canadien, parce que là, ça change vite pour un club qui, après la date limite des transactions, semblait all-in, en fait, est encore all-in, mais semblait avoir une équipe qui allait avoir peu de changements. Mais là, je pense qu'on a vu que dans le hockey, rien n'est assuré. Là, juste une petite mention à notre ami Big des chaînes de King. Il dit « Je regarde ta moustache, Mathieu, ça me donne le goût d'écouter les trois accords. » Ben, tant mieux. Je serais fort, c'est tant mieux. Puis, j'ai vu aussi ton commentaire par rapport à la prochaine tune de Dan. Ben, moi, je m'en plaindrai pas si jamais Martineau veut parler de moi à tout le monde.
Je pense qu'il connaît la richesse de ma personnalité. Ça ferait une sacrée bonne tune. Je presse pour ma paroisse, mais en tout cas. Stade, on enchaîne avec la course aux séries. On va commencer avec la division qui est près de nous, celle dans laquelle il y a peu de surprises à prévoir là, du côté de cette division, étant donné les derniers matchs. Mais, il y a un mais, je te laisse continuer. Mais, j'ai regardé la course aux séries dans les 4 divisions. Il n'y a pas beaucoup de courses aux séries là, que wow, on va être là, wow, faut attendre la dernière journée. Là. Généralement, c'est quand même bien. Il y a des bons écarts. Si on regarde les Canadiens, bon, Toronto, Edmonton et puis Winnipeg n'ont pas encore leur participation assurée. Ils n'ont pas leur petit X à côté de leur nom, mais bon, on est tous d'accord, ils vont faire les séries, il n'y a aucun problème. Ouais. Canadiens, 51 points, un match en main sur les Flames de Calgary à 45. Calgary avait une belle chance lundi de revenir, de se rapprocher. Ils l'ont pas eu. Ils ont quand même gagné 2 matchs. Puis, tu sais, Calgary, bon, ça n'a pas été une saison facile. Là. On a congédié l'entraîneur. Daryl Sutter est arrivé. Daryl Sutter a bien fait contre le Canadien, mais joue sous la barre. On est sous la barre des 500 chez les Flames depuis son arrivée. Donc, il n'y a pas eu l'effet escompté. Sinon, bon, Sean Monahan, saison plutôt décevante, 28 points. Donc, les gros joueurs des Flames n'ont pas été vraiment décevantes, c'est 28 points. Puis je regardais contre les Canadiens, je n'ai pas trouvé qu'il a joué des bons matchs toute l'année. Donc, tu sais. À part sa visière remontée, là. C'est une vie à monter sa visière, puis l'année qu'il arrête de se natiller. J'adore ce joueur-là, moi, Charles Monahan, mais cette année, il a été très décevant, tout comme toute son équipe, tout comme Matthew Tkachuk. Même Johnny Gaudreau a été honnête, mais pas le gars dominant de qui on peut s'attendre. Je pense que Calgary a vraiment une saison décevante si on regarde la qualité de l'effectif qu'ils ont sous la main. Du moins, à mon sens, avec l'acquisition de Tanev, Markstrom et plusieurs autres employés de soutien, là, vraiment, vraiment décevant de leur côté. S'ils ratent les séries, ça ne parlera pas en positif dans les journaux et pas du côté du DG. Je pense qu'on a fait le travail du côté de l'administration en haut, mais sur la glace, derrière le banc, est-ce que c'est un peu la même situation que le Canadien d'avoir congédié trop vite Jeff Ward, qui est relativement un bon coach, ça, tout comme Claude Julien, mais je pense qu'on plaidait ce vent de changement comme on l'a fait à Montréal. Puis, écoute, c'est un peu le même résultat que le Canadien. L'équipe joue en bas de 500 depuis le changement de coach. Puis, on se demande un peu ce qui va arriver avec tout ça. Là. Puis, tu sais, les Flames, ils ont l'avantage contre le Canadien. Ils ont gagné plus de matchs, puis ils sont pas dans une position favorable pour les playoffs. Fait que ça veut dire qu'ils ont vraiment connu des difficultés contre les autres équipes. Donc, les Flames sont présentement à 6 points. Ils ont un match en main sur le Canadien. Donc, la situation, on ne joue plus contre les Flames. Donc, plus de match de 4 points. Je vois mal comment les Flames vont pouvoir participer aux séries. Et puis, bon, les Canucks de Vancouver, 42 matchs, 41 points, sont à 10 points de Montréal. Vont avoir beaucoup de hockey dans les prochains jours. Là. Donc, moi, je vois pas les Canucks ont été affectés avec la COVID. Encore la défaite d'asseoir. Ouais, contre les Sénateurs. Il y avait une belle opportunité. Je vois 4 matchs contre les Sénateurs là, depuis la semaine dernière. Puis ça n'a pas été les Sénateurs, honnêtement. Ils ont causé beaucoup de troubles dans cette division canadienne, là, même s'ils n'ont pas été très bons sur l'ensemble de l'année. Là, ils ont causé des maux de tête aux Canadiens. Donc, je ne vois pas les Canucks non plus faire les séries éliminatoires. Et contrairement à Calgary, le Canadien a réussi à gagner plus de matchs contre Vancouver. Donc, ça, c'est un avantage. Et pour ce qui est du Canadien, bon, il reste des matchs contre Edmonton, 4 matchs contre Toronto, 2 matchs contre Ottawa, 1 match contre les Jets. On joue quasiment contre les équipes qui sont en haut de nous. C'était une belle séparation, on peut voir ça comme ça. Ben, surtout 4 matchs contre les Maple Leafs de Toronto, 4 avec le match de ce soir. Donc, on va voir beaucoup Toronto. Et puis Edmonton, bon, il nous reste 2 matchs contre eux, mais c'est une équipe qu'on a quand même beaucoup de succès cette année contre les... Mais j'ai envie de te dire que, tu sais, le Canadien, cette année, va faire les playoffs, mais pas parce qu'ils ont été exceptionnels. On les fait plus parce que, bon, les équipes derrière nous ont connu des difficultés. C'est une de playoff poche, là. On va se dire les affaires avec toi. Là, ici, c'est hockey le mercredi soir, là. Le Canadien de Montréal fait les séries 4e dans cette division canadienne avec une fiche d'à peu près 500. Là, c'est 560, je pense que le club joue pour là, à ce moment-ci. En bas de 600, le dernier spot, quand tu pognes les Maple Leafs de Toronto qui ont une sacrée saison, un bon roster, qui sont peut-être battables. On s'entend-tu que entre l'équipe qui va terminer 6e à 6 points des séries puis le Canadien, en termes de où on est rendu là, dans le plan, là, moi, je ne considère pas qu'il y a une différence énorme. C'est donc dire qu'il y a des équipes qui vont se donner une chance d'encore une fois peut-être gagner ou avoir un choix dans le top 5. On a vu dernièrement beaucoup d'upsets dans les loteries. Fait que je veux dire, quand tu ne fais pas les séries, automatiquement, c'est possible que tu la gagnes. Là. Si les Rangers peuvent gagner le premier choix à la première, n'importe qui peut gagner le premier choix. Shane Wright dans 2 ans, etc., etc.
je pense que ça va être intéressant de voir le comportement de cette équipe-là dans les prochains matchs, pas juste parce qu'ils jouent contre l'adversaire direct en série, les Maple Leafs, parce qu'ils jouent contre des équipes qui sont meilleures classées qu'eux jusqu'à maintenant, mais surtout parce que là, lorsque les 10 matchs de la saison régulière se terminent, tu perds 2 matchs, 3 matchs de suite, ta saison est finie, là. Fait que ça arrive une fois, puis ta saison est finie. C'est ça le défi de gagner cette Coupe Stanley. C'est pas de gagner le nombre de matchs qui est difficile, c'est de pas en perdre. Tout le monde serait capable de gagner le bon nombre si on donnait assez de temps dans les séries. C'est en 7 matchs, être capable de battre l'autre équipe 4 fois. Surtout quand l'équipe à la base est meilleure que toi, il faut que tu sois constant. Est-ce qu'on voit une équipe constante jusqu'à maintenant? Bon, le débat est ouvert, là, vous avez tous votre opinion. Je pense qu'on peut conclure que l'équipe a eu des hauts et des bas, des bonnes périodes où ils ont été constants, d'autres bonnes périodes où ils ont été constants dans leur inconstance. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est donc dire que ce spot-là de consolation 4e, oui, permet de rêver, mais tu ne veux jamais faire les séries en entrant en dernier au classement. Il y en a qui vont me dire l'important, c'est de faire les séries, c'est une nouvelle saison. Je comprends, mais tu restes dans la position du vulnérable. Tu dois vraiment arriver lors du début des séries avec une mentalité, une optique de je suis l'agresseur, je parle en termes d'hockey, vraiment. Je suis l'agresseur, je vais donner le ton. Parce que sinon, tu es la dernière équipe qui fait les séries. On a déjà un préjugé sur toi que tu es l'équipe faible qui a réussi à cause des déboires des autres, comme tu l'as mentionné, à se trouver une place. Oh, moi, j'aime pas la situation que je vois présentement avec le Canadien. Heureusement. On s'attendait à mieux, là. Surtout avec le début de saison, mais j'ai envie de te dire, heureusement, on affronte les Maple Leafs de Toronto, probablement l'équipe de l'heure pour choquer dans les playoffs. Donc, ça c'est positif. Mais puis surtout qu'ils ont des problèmes devant le filet. Là. Anderson va survenir avant la fin de la saison. Jack Campbell, bon, il y a eu une très bonne séquence. C'est un petit peu plus difficile dernièrement. Donc, c'est toujours important d'avoir un bon gardien en série. Là, d'ailleurs, j'espère que Carey Price va être remis à 100% là, pour être prêt puis faire des séries éliminatoires comme qu'il nous a fait l'été dernier. Là. Ça va être très important. Mais tu sais, les Canadiens ont quand même une équipe, bon, on a des gros défenseurs. Je pense qu'on a quand même une équipe bâtie pour les playoffs, même si en saison régulière, on a eu beaucoup de hauts et de bas, comme tu as dit. Là. Puis c'est surtout la déception qu'on a eu un très bon début de saison qui est un petit peu plate. Là, mais non, tu sais, quand tu commencé, puis après ça, tu vois le feu pogner. Puis en tout cas, tu sais, au hockey, là, la parité, elle existe, mais je veux dire, les joueurs de hockey professionnels qui jouent dans la nationale de hockey, à mon sens, n'ont pas tous le même niveau, mais ont tous un décorum, là, un standard là, d'exécution, de vitesse, d'un niveau avec lequel ils sont capables de jouer. Après ça, tout devient dans la forme de l'équipe. Là. Je nuance, là, c'est-à-dire de quoi l'équipe a l'air lorsqu'elle en affronte une autre. Je veux dire, tu affrontes les Maple Leafs de Toronto ce soir avec Tatar, Byron, Gallagher, Drouin et Price à l'extérieur du line-up à 10 matchs des séries. Alors qu'il y a 25 matchs, on disait que le Canadien avait une équipe aussi bonne ou meilleure, ou plus complète, plus expérimentée que celle des Leafs. Bon, le débat est encore ouvert, mais où je m'en vais avec tout ça, c'est que, mis à part que cette course aux séries-là est presque terminée parce qu'on est rendu là dans la saison, ben le Canadien est aussi dans une position par rapport aux autres équipes où on voit que l'équipe a mal. Là. Il y a toutes sortes de choses qui se passent pas bien. Tu as le gardien superstar qui a une commotion cérébrale. Tu as le jeune prodige du coin qui s'en va à la maison pour des raisons personnelles. On n'est pas là pour spéculer sur les raisons. J'ai écouté toutes les analyses là-dessus aujourd'hui. Je suis très d'accord avec l'angle des médias. Pas besoin de parler des raisons pour lesquelles ça arrive à Jonathan Drouin. Mais pour que ça arrive, il y a soit quelque chose qui tourne pas rond dans sa vie personnelle ou dans l'entourage de l'équipe ou dans une ambiance quelconque. Je veux dire, ajoute tes blessures à ce gars-là qui s'en va. Quand est-ce la dernière fois qu'on a vu ça? Un gars qui s'en va chez eux en pleine saison, à 10 matchs de la fin. Je veux dire, c'est une équipe, là, je comprends que ça va pas bien, mais hey, c'est une équipe, tu fais 5,5 millions, l'attaquant le mieux payé, à 10 matchs, alors que l'équipe s'effondre, tout le monde s'en va, tout le monde se blesse, tu t'en vas chez vous. Je ne blâme pas Jonathan Drouin. Je suis d'accord avec le fait qu'il prenne la décision pour sa vie personnelle. Mais d'un point de vue extérieur, là, hey, le feu est pris, puis je m'excuse, il n'est pas sous contrôle, là, il n'est pas proche d'être éteint et il n'est pas contrôlé non plus. Si les pierres continuent de tomber, écoute, le Canadien va les faire, les séries, mais il aurait peut-être mieux préféré pas les faire. Puis le dernier joueur, tu sais, Toukaras avait fait ça en séries éliminatoires, il était parti de la bulle à Toronto. Puis ça avait fait jaser, mais puis pourtant, c'était pour des raisons tout à fait personnelles. On parlait d'aller voir sa famille. Écoute, c'est pas facile, puis c'est comprenable, mais hey, d'un point de vue de
Le hockey est un sport d'équipe, puis we're all in this together. À 10 matchs de l'année, il faut vraiment que ça soit quelque chose de... Écoute, de mon point de vue à moi, là, écoute, la maladie mentale, les problèmes, la détresse psychologique, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Mais là, on veut gagner. Là. Moi, je te parle strictement d'un point de vue de coach de hockey qui parle de performance. Ça va moins bien, tu essaies de parler au gars, il s'en va à la maison. OK. Price se blesse au genou, revient, se fait frapper par situation, commotion. Ton cœur et l'âme, Brendan Gallagher est out. Shea Weber puis capable d'avancer. Je veux dire, cette équipe-là, en 25 matchs, a pogné probablement des plus grosses slums de toutes les dernières années. C'est exceptionnel. Et la grosse parabole, et je te laisse répondre à ça, c'est peut-être que toute cette adversité-là, ben, va l'avoir fait pogner le slump au moment où c'est important, puis on va arriver en série avec l'énergie, puis plus rien à perdre. Qui sait? Ça peut être une source de motivation. Puis bon, Gallagher, j'ai pas eu le dernier update de son état de santé. Est-ce qu'il va être là en début de saison, va être prêt pour les débuts éliminatoires. Donc ça peut être quelque chose de positif. Price, s'il revient, si nos joueurs reviennent, je pense que ça peut donner un certain boost d'énergie. Là, donc ça va être à suivre. Là. Puis si on continue là, dans cette course aux séries éliminatoires, la division S. Division S, il y a 3 équipes que j'ai mis. Encore une fois, comme dans la division Nord, aucune de ces équipes-là a un X à côté de leur nom. C'est la division des Sabres de Buffalo, des Devils du New Jersey, des Flyers que j'ai X. C'est serré entre les Rangers, les Bruins et les Islanders. Les Rangers, en 50 matchs, c'est 58 points. Les Bruins, en 48 matchs, c'est 62 points. Puis les Islanders, en 49 matchs, c'est 63 points. Donc, il n'y a pas beaucoup de matchs, de points qui séparent les équipes. Cependant, les Rangers ont plus de matchs de jouer, ont 2 matchs de plus que Boston, 1 que les Islanders. Les Rangers, bonne saison, tu sais, se sont pris, mais j'ai envie de te dire que l'absence de Panarin s'est peut-être fait sentir quand il est parti en Russie, parce que depuis qu'il est revenu, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, fait des points comme ça se peut pas. Alexis Lafrenière, oui, totalement. Puis Alexis Lafrenière, est rendu à 10 buts cette saison, tu sais, il a repris. Il a trouvé son air d'aller. Shesterkin avait un début de saison pourri. Donc, tu sais, ça s'est replacé chez les Rangers. Je pense qu'ils vont probablement rater les séries éliminatoires. Moi, j'attribue beaucoup ça à Panarin qui a été absent. Mais tu sais, si on regarde les Rangers, il reste 2 matchs contre les Islanders, 2 matchs contre Boston, 2 matchs contre Washington. C'est un calendrier quand même assez chargé. Mais tu sais, c'est des matchs de 4 points. Donc, c'est ça la beauté de la chose. On va jouer des matchs contre 2 équipes qui sont dans cette course-là aux séries avec nous. Donc, c'est une belle occasion d'aller chercher des points. Du côté des Bruins puis des Islanders, c'est ça la différence, c'est qu'on va jouer 2 matchs contre les Devils, 2 matchs contre les Sabres, les 2 équipes. Donc, ça, en théorie, c'est des points qu'on est censé aller chercher. C'est je veux pas dire que c'est des victoires faciles, il n'y a rien d'assuré, mais quand même, c'est censé être des victoires contre ces 2 équipes-là. Donc, je pense que c'est vraiment là la grosse différence dans cette course aux séries-là, c'est que les Rangers vont jouer contre des adversaires beaucoup plus difficiles que les Bruins et les Islanders de New York. Avec dire des Caps, 32-13-4, des Pingouins, 32-15-3. Hey, ces équipes-là ont le même noyau depuis 2006, Cédric. Là. Puis on entoure le noyau. Tu comprends? On regarde le même noyau, puis on l'entoure. Exactement. En fait, mettons, on dit 2008-2009. Du côté de Pittsburgh, le temps Crosby-Malkin. Du côté des Caps, Backstrom, Ovechkin. C'était incroyable. Carlson qui s'est développé aussi avec le temps. Ouais. C'était incroyable de voir ces équipes-là durer dans le temps. Vas-y, c'est vrai. Non, mais j'ai envie de te dire, même les Flyers qui ont un noyau, eux, ça, c'est décevant. C'est une saison décevante pour les Flyers. Ça fait qu'ils vont manquer série. Ça se peut pas, là. Les Flyers, j'ai envie de te dire, sont effondrés. C'est le Canadien qui ne fait pas une série. Le Canadien ne fait pas une série, c'est la même chose. Là. Ouais, j'ai envie de te dire Carter Hart, déception. Déception cette année. Ouais, non, c'est une déception. Puis la défensive, c'est pas, Shane Gostisbehere, je sais pas quoi dire, là. Shane Gostisbehere, on n'a jamais été capable de trouver. Puis je pensais qu'on l'aurait peut-être échangé durant la période des échanges. On l'a gardé, on a échangé Gustafsson à la place. Mais c'est au niveau de la défensive peut-être le problème. On a Provorov, on a Steinheim, mais je ne sais pas quoi dire pourquoi les Flyers, à part Carter Hart, en mon sens, est la raison pourquoi on ne fait pas les playoffs. Puis d'un autre côté, les Bruins, on a perdu quand même en défensive. On a perdu Torrey Krug. Ouais, très fort. Ouais, ça c'est vrai. Puis les Bruins, je suis quand même content de les voir en série. Ils ont perdu Torrey Krug, Zdeno Chara, le côté gauche, c'est quand même affaibli. Puis
on trouve le moyen de faire les séries. Pasternak, Marchand, puis Bergeron, encore une fois, c'est un des meilleurs trios dans la Ligue nationale depuis les dernières années. Et pour ce qui est des Islanders, bon, Matthew Barzal, puis l'effet Barry Trotz, pour moi, c'est l'effet Barry Trotz. C'est, en mon sens, je pense... Quelle équipe exceptionnelle! Ouais. Ça, c'est une équipe. Ouais, c'est un concept d'équipe, totalement. Ouais, puis ils ont perdu Andersley, qui avait une très bonne saison cette année. Puis ils ont toujours trouvé le moyen de gagner. Ouais, leur capitaine, tout à fait. Puis Simon Varlamov a connu une bonne saison cette année. Là, donc, un ensemble de choses qui fait que les Islanders et les Bruins vont trouver un moyen. Qui l'eût cru que ce gars-là allait renaître de ses cendres, littéralement? Parce que Simon Varlamov a un bon passage avec l'Avalanche du Colorado. Là, il y a eu toute l'histoire avec sa conjointe. Un peu à la Slava Voinov. Là. Une affaire de violence conjugale, une vidéo dans un ascenseur, je ne sais pas, là, une histoire assez complexe. Et le gars, avec ses chums, Léo Komarov, et je ne sais trop qui, là, avec les Islanders, trouvait un moyen de remettre sa carrière sur les rails, comme plusieurs autres gardiens, comme Thomas Greiss, notamment, là, qui n'est plus là, qui a signé ailleurs, Thomas Greiss, je ne me trompe pas. Oui, mais c'est Sorokin, le deuxième gardien. Avec, oui, c'est vrai, Sorokin qui est arrivé cette année. Comment fait-il, Sorokin, cette année? Es-tu au courant, Cédric? C'est un début de saison plutôt difficile, mais moi, je pensais qu'il allait peut-être être capable de prendre le poste de numéro 1 à Varlamov, mais Varlamov a tellement eu un bon début de saison qu'il n'y avait aucune chance qu'il prenne le poste à Varlamov, fait qu'il a dû se contenter du poste de numéro 2. Ça sort place, mais pour moi, je m'attendais à plus. J'avais des plus grandes attentes envers ce gardien de but, Sorokin, avec les Islanders. Il a 26 ans, mais je pense que c'est quand même le gars sur qui on mise pour la suite des choses. Ouais. Ce que je veux dire par il a 26 ans, c'est que c'est pas un genou, mais c'est quand même un gars qui est dans la fleur de l'âge. Désolé, ma couette. Je me gosse à faire ça, elle veut pas tenir. Là, je vois une question. Là, on a déjà parlé de la division canadienne, mais on peut revenir pour l'ami Étienne Couillard, président, sur la performance des Jets en série. Ben là, j'ai hâte de voir quand Nicolas Ehlers sera-t-il de retour. J'ai vu que c'était season ending, mais qui devrait être là pour le début des séries. J'espère pour eux, parce que là, ce soir, avec Appleton à droite puis Kopp à gauche sur le premier trio, ce sont d'excellents joueurs, là, mais c'est sûr que Nicolas Ehlers va manquer à Mark Scheifele. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais quand les joueurs des Jets sont dans les bonnes chaises, là, Kopp a connu une très bonne saison sur la troisième ligne. Vraiment, un gars polyvalent qui est utilisé à toutes les sauces. Oh! Et là, je vois je vois les lignes du Canadien, là, Cédric. Fait que Toffoli avec Suzuki et Caulfield, comme tu disais, le trio de droitier. Lekonen, Dano, Anderson, Perry, Kotkaniemi, Armia, ça, bémol là-dessus, là, cette ligne-là. Là. Bon, on n'est pas fin avec KK, je trouve, là, deux gros alliés droitiers comme ça. Là. Bref. Et Frolic, Stahl, Evans. Ouch! Passez à gauche, les amis, si vous voulez rentrer dans la zone. Du bord à Frolic, Stahl ne viendra pas le manquer, c'est moi qui vous le dis. Bon. Et je vois Big Deschamps de King qui dit « Les Jets sont l'équipe que je ne veux pas affronter en série, j'espère affronter Toronto. » Définitivement, parce que les Jets sont gros, sont vite, puis Connor et Lebock, là, c'est quand même un solide gardien. Les fans des Jets vont vous dire qu'il y a eu des derniers matchs difficiles, là. Je disais des commentaires tantôt, mais quand même, je pense que c'est une formation qui peut surprendre, particulièrement si tout le monde est en santé. Puis quand ton capitaine, c'est Blake Wheeler, là, en séries éliminatoires, tu es en bonne posture, parce que Blake Wheeler, il n'a pas ralenti. Quand même, il mesure 6,5, 240 livres, puis il est dans la trentaine. N'a pas ralenti. C'est un train encore, Blake Wheeler. Ouais, je pense que ce bon. gars-là, en série, va être solide. Aussi, il a tellement d'expérience. Il en a vu là, des affaires. Fait que, oui, ils sont gros, hein, ouais, vraiment. Ils sont vite aussi. Ils sont gros, mais vite. Mais là, la seule chose, le seul bémol là, par rapport aux Jets, là, pour notre ami Étienne Couillard, vu qu'on fait une petite c'est la défense. C'est la défense. C'est Tucker Pullman à droite de Morrissey, c'est la première paire. Ça, c'est non. Ça, c'est à faire des cauchemars, Pullman, c'est la première paire. Et là, expliquez-moi ce que Ville Enola ne fait pas dans le line-up et comment on fait jouer Jordy Ben avant Logan Stanley. Donc, moi, c'est mes commentaires. Comment Stanley et Enola ne jouent pas, je comprends que ce sont de jeunes joueurs et qu'on veut faire jouer Pullman et Ben parce que ça amène une plus grande stabilité. Mais il faut absolument donner de la glace à Enola si on veut un jour avoir un espoir. Puis là, je regarde le match entre les Sénateurs et les Canucks. Nick Paul jette les gars contre Travis Hamonic quand c'est 5-2 Ottawa en troisième. Les Canucks sont mieux d'en gagner 5-6 en ligne pour finir l'année s'ils veulent se croiser les doigts parce que sinon, on commence déjà à polir les bâtons de golf dès cette semaine. Cédric, il nous reste 2 divisions qu'on va passer rapidement. Très intéressant jusqu'à date. La première, c'est la chère division des Golden Knights. Et là, je fouille parmi mes feuilles. La division Ouest. La division Ouest. Division Ouest, il y a déjà 3 équipes qui sont assurées d'une participation en séries éliminatoires. Les Golden Knights de Vegas, l'Avalanche du Colorado
le Wild du Minnesota, puis c'est vraiment le Wild du Minnesota. Comment ça? J'avais pas prédit ça cette année. Leur attaque, Incroyable! bon, ouais, non, c'est une belle histoire. Puis, tu sais, un début de saison, là, Capo Kakkonen était vraiment de bon gardien. Là, Cam Talbot joue du bon hockey. Une défensive, bon, on a Suter, Dumba, Spurgeon. Pour moi, c'est pas nécessairement des défenseurs élites, mais ils font le travail. Puis c'est surtout en attaque Kirill Kaprizov là, qui score des buts là, magnifiques. Là, vraiment une recrue. D'après moi, c'est le favori pour le Calder, là, définitivement. Puis c'est une belle surprise. On en parle avec Docteur tout de suite après? J'arrête d'en parler. Non, je te parle je faisais juste mettre en haleine les gens qui sont avec nous. Mais oui, bon, les deux équipes qui vont être dans cette course aux séries-là, parce que bon, j'ai exclu les trois équipes de la Californie, les Sharks, les Kings et les Ducks. Ça va jouer entre les Blues de Saint-Louis et les Coyotes de l'Arizona. Je dis que ça va jouer entre ces deux équipes-là. Bon, Saint-Louis, présentement, 46 matchs, 48 points. Les Coyotes, 49 matchs, 47 points. Donc, les Blues ont 3 matchs en main. Je vois pas comment les Blues vont rater les séries éliminatoires. Je donne beaucoup de crédit. Blues, hein, cette année. Ça sera pas facile. Non, pas facile. Bennington, saison difficile au début. A signé son contrat, je pensais que ça allait revenir. On est Jake Allen comme deuxième, à dire. Totalement, mais il s'est replacé dernièrement, Jordan Bennington. Donc, ça, c'est quelque chose de positif là, en vue des séries éliminatoires. Les Blues vont jouer 2 matchs contre les Ducks, 1 match contre les Kings. Ils jouent plus contre l'Avalanche du Colorado. Ils vont jouer 2 matchs contre Vegas. Donc, quand même un calendrier qui est jouable, tandis que les Coyotes, 3 games contre les Sharks, 2 games contre les Kings. Ça, c'est positif, mais les 3 matchs en main des Blues, selon moi, vont avoir raison. Puis bon, l'attaque des Blues et même la défensive, on a un gros club avec un gardien qui s'est replacé. Je vois pas comment on pourrait rater les séries éliminatoires dans le camp des Blues de Saint-Louis. Là. Un gros club, c'est le cas de le dire. On signe Torrey Krug en remplacement du départ de Pietrangelo. Ouais. 3 matchs en main, sur les Coyotes pour les Blues de Saint-Louis, qui ont 1 point d'avance, mais comme tu as dit, 3 matchs en main. Et tu l'as dit, le point clé, c'est que Saint-Louis ne rejoue pas contre l'Avalanche. Fait que ça, en tout cas, c'est toujours bon de ne pas jouer contre le Colorado. Ça, c'est une division forte. Hein? Vegas, 34-11-2. Ouch, ils sont solides, Vegas. Même Colorado, 31-11-4. Là. C'est quand même assez solide. 3 équipes déjà de clincher dans cette division-là. Et c'est la même chose. Hey, je te laisse y aller avec le dernier film. Non, mais c'est ça. Mais moi, c'est en début de saison, j'aurais pensé que c'est les Blues qui auraient été à la place du Wild. Puis là, c'est le contraire. Là, mais... Le Wild, 31-13-3. Là, c'est vraiment... Ouais, non, c'est vrai. Moi, je donne beaucoup de crédit à la composition de l'attaque là, rapidement. Eriksson Ek, joueur de hockey fantastique. Je me rappelle de là au World Juniors. Là. Quel beau joueur de hockey, un grand joueur complet. Son style de jeu à NHL 21, c'est sniper. Le dernier que je lui aurais donné, ça montre à quel point on évalue ce gars-là d'une manière complète. Pour moi, c'est plus un two-way forward, là, un genre de joueur de centre qui peut jouer dans toutes les missions. J'adore un gars comme Jordan Greenway, un power forward moderne, rapide. Va chercher la rondelle dans le coin. J'adore un gars comme Kevin Fiala, un joueur rapide qui a du skills, que si on le met dans la bonne chaise, va donner quelque chose. Le Wild a signé Matt Zuccarello. Le Wild s'est donné les outils pour performer. Et regardez, je compare ça aux Canadiens encore une fois parce que c'est le genre d'équipe où on ne s'attendait rien. Alors que le Canadien avait des attentes, là. On ne s'attendait rien du Wild, mais la colle a pogné, littéralement. L'arrivée de Kaprizov, ça a fonctionné. Et les trios marchent, la défense marche, les goalers sont solides. Écoute, 31-13, là, c'est pas chanceux là, comme fiche. Là. C'est solide. Là. Fait que, c'est vraiment solide. Puis on parle de Kirill Kaprizov dans quelques instants avec Docteur. Juste après, les rendements de cette division centrale où il y a 3 équipes aussi. Et l'équipe qui est première au classement, ma foi, avec les 2 matchs à Hurricanes. Les Hurricanes de Caroline, 32-17. Quand même, Caroline, qui, là, avec Reimer et Mrazek, tu sais. Et puis Mrazek a été blessé. Nedeljkovic et Mrazek, 32-17. Dans une division quand même. Dans une division et t'as Tampa Bay. Tu sais, t'as Tampa Bay, t'as Nashville, t'as Dallas, t'as les Panthers. Bon, Détroit, Columbus. C'est Détroit, Columbus. Puis Chicago ont bien fait cette année dans des circonstances qu'on n'avait pas Jonathan Taves. Cette division-là, solide, là. Ouais, puis tu sais, c'est ça. On a 3 clubs, Caroline, Panthers, avec Huberdeau Barkov qui sont clinch. T'as les Québécois du Lightning de Tampa Bay. Je salue d'ailleurs le premier but d'Alex Barré-Boulet, l'ancien de l'Armada, en fin de semaine. Donc, eux aussi, le Tampa Bay, je les attendais premiers, sont bons. C'est encore jouable, ils sont à 3 points des Hurricanes. La saison est pas encore, le premier rang n'est pas encore disputé. 2 équipes, ça, c'est la plus belle course pour moi dans les séries. Les Prédateurs de Nashville, 56 points, 51 matchs.
Dallas, deux matchs en main, puis 2 points derrière les Prédateurs. Donc, c'est là que ça va jouer. Je pense que moi, je vois peut-être les Stars de Dallas faire les séries. Tu sais, si je regarde les matchs, les Prédateurs, 5 games, 2 contre les Hurricanes, 2 contre Columbus, puis un contre les Stars de Dallas. Donc, ça va être un match de 4 points. Les Stars, 3 matchs contre Tampa, ça risque d'être un petit peu plus difficile. 2 matchs contre Chicago, un match contre Nashville et un match contre la Floride. Ils ont des matchs en main. Ils ont une bonne équipe. T'sais, ils ont quand même bien fait. On se rappelle que Ben Bishop n'a pas été là de l'année. Non, pas un match ils ont été pour Ben Bishop. Non. Puis ils ont eu des débuts ils ont eu en début de saison, ils ont été frappés par la COVID. Fait que, ça avait repoussé leur saison. Ils ont quand même, Joe Pavelski avait connu un bon début de saison. Donc non, je vois bien les Stars. Toute une saison pour Pavelski. Ouais, non, c'est ça. Vraiment. Ouais, non. Ça reste un très bon joueur. Puis les Prédateurs de Nashville, ça a été une saison difficile aussi. On a partagé le filet entre UC Saros, Pékin Rainé. On a Roman aussi qui, bon, début de saison très, très difficile, s'est replacé. Ça prouve pourquoi les Prédateurs sont en position de série en ce moment. Ryan Johansson et Matt Duchesne, c'est pas des saisons à tout casser, mais quand même, on est dans une position de série. Mais je vois bien les Stars de Dallas réussir à combler l'écart et à participer aux séries d'après-saison. Ben, super intéressant. Moi aussi, je pense que les Stars ont certainement une chance. Puis en terminant, là, un bon petit commentaire à nouveau de notre ami Big Deschênes de King qui est avec nous tout le long. Merci de ta participation, mon cher. C'est toujours le fun d'avoir des gens qui donnent leur opinion comme ça. Ça permet des fois de polariser un peu le discours qu'on est en train d'avoir. Puis ça amène des fois des faits dont on ne pense pas, comme celui-ci. Depuis qu'ils ont fait leur cossin, on va dire leur célébration au milieu de la glace, cette équipe a pris plaisir à jouer. Voici la cause de leur succès. Je dirais peut-être pas la cause, mais l'une des causes, certes. Parce que tu vois que les Hurricanes de la Caroline jouent un style de jeu et un hockey sans pression, là, sans stress. Ouais. Cette équipe-là n'embarque pas à tous les soirs avec la pression de devoir gagner le match. Ils font ce qu'ils vont à faire, jouent le plan de match, ils sont capables d'aller chercher avec des gars de talent exceptionnel. Je pense à Nekas, Svechnikov, Ao, pour ne nommer que ceux-ci, même Teravainen. Une défensive balancée, ultra balancée. Même si ça ne dérange pas de laisser partir Edmondson, il est en trop, ça donne une idée. Cette équipe-là est bien construite et surtout, est juste sans stress. Je trouvais ça intéressant de mentionner ce commentaire-là parce que la Caroline, s'il continue à jouer le rôle des négligés comme ça, excuse-moi, son premier devant Panthers et Lightning, là, présentement dans leur division, va avoir l'avantage de la glace contre ces équipes-là. Ouais. Ça pourrait être surveillé. Ils ont de très bons employés de soutien aussi. Fait que je pense à Linus Wallmark, là, qui est un bon exemple de genre de joueur que tu vas avoir dans ton équipe. Cédric Ouellette, très intéressant. Merci pour ce portrait de la course aux séries. Lorsque tu repasseras à l'émission, ben, ça sera fort probablement commencé. Dans les séries, oui. Oui, exact. On pourra faire un portrait de où on est rendu. Et puis, merci pour cette petite discussion sur Cole Caulfield. On pourra aussi merci à toi. Oui, totalement en série. Combien de buts il va être rendu? Oui. On espère un but ce soir pour que la pression tombe pour l'ami Cole. Et je vois les résultats du Wild là, présentement contre les Blues, là, justement, ce soir. Minnesota mène 1-0. Je pense que c'est Jared Spurgeon qui a marqué. Non, Jonas Brodin d'un tir sur réception. Et le screen devant le net, c'est Joel Eriksson-Ek. Hein? Utilisé à toutes les sauces. Salut Seb, un gros merci. On se répare. Ciao Mathieu, à la prochaine. Yes. Merci à toi. C'était notre statisticien en chef, Cédric Ouellette, qui est venu nous faire son segment. Le statisticien en chef, hein, je viens de le dire. Super intéressant. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été avec nous. Merci à notre ami Big Deschênes de King, qui est notre fan par excellence pour cet épisode. Très intéressant. Puis je le mentionne à nouveau, quand vous avez des avis contraires ou d'accord avec ce qu'on est en train de dire, ben gênez-vous pas d'en parler dans le chat. Nous, ça nous permet de voir ce que vous en pensez. Des fois, un peu de tempérer les propos quand on va un peu trop loin. Puis n'oubliez pas que le but, c'est d'avoir une discussion, de réfléchir tous ensemble à pourquoi, comment, puis les trucs que les fans font dans leur sous-sol. C'est ça qu'on fait en temps de pandémie. Qu'on n'a pas accès à l'équipe comme on voudrait. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été avec nous. On se rejoint dans un instant pour le deuxième segment de la soirée. C'est Mathieu Desrosiers qui sera avec nous. À tout de suite.